un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Vous écoutez un épisode bonus de l'émission du 23 mars 2020. Pour rappel, c'était une émission un peu particulière puisqu'elle était dans le cadre, en plein milieu de la crise du Covid-19 qui a traversé donc le mois de mars et d'avril 2020, où on essaie de répondre avec Nemo à toutes les questions, les commentaires, etc. des internautes, puisqu'on avait réalisé ça sur Twitch. Pour rappel, le sujet global était: quelle réponse politique face à la crise? Bonne écoute. Alors on a dépassé les 25 minutes d'émission, mais comme vous l'avez compris, c'est une émission un peu particulière. Maintenant on va passer aux questions et aux commentaires du chat. Je vois donc Melville qui blague, et à mon avis à juste titre, Macron qui dit presque des trucs de gauche, c'est la crise. Effectivement, on a entendu des termes très forts pour quelqu'un qui vient de La République En Marche et qui est plutôt dans une politique... Je termine juste sur mon ordre d'idée, c'est qu'il a dit des choses comme l'État paiera, effectivement il a évoqué le mot travailleur, il a évoqué plusieurs axes sans les expliciter, qui vont plutôt dans une dynamique de gauche, donc en tout cas pas celle dans laquelle s'était illustré Emmanuel Macron jusqu'à présent. Comment interpréter ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Le truc, c'est qu'en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est en quelque sorte ce qui dépend en fait du jour où on l'écoute. C'est-à-dire qu'au tout début, effectivement, il y a une volonté de rassurer, donc c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, comment dirais-je, on payera quoi qu'il en coûte, on va tout faire quoi qu'il en coûte. Donc là, on peut le dire, voilà, on peut effectivement identifier ça comme une rhétorique de gauche. On était à deux doigts à ce qu'ils interdisent les licenciements dans certains discours officiels, mais tout de suite après, on est revenu sur le discours martial. Donc voilà, le front, l'arrière, voilà, il faut tous se donner pour la nation. Et en réalité, il essaie de faire du en même temps, mais comme on est en temps de crise, du coup, le en même temps, il va aux deux extrémités des bords politiques. J'en reviens à cette marotte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Là, il était question de reprendre le BTP, mais est-ce qu'on peut vraiment reprendre l'activité du BTP si les morts continuent à augmenter de jour en jour? Est-ce qu'il va y avoir des gens pour le faire? Il y a des lois d'exception, certes, sur le Code du travail, mais est-ce qu'elles vont être socialement acceptées? J'en reviens à l'idée également de la commission d'enquête. Voilà, la question va être là. Qu'est-ce qui va être accepté et jusqu'à quand par le corps social? C'est une question auquel on n'a pas la réponse à l'heure actuelle, et c'est aussi la raison pour laquelle les discours se floutent en fait. C'est-à-dire que ça arrive que la gauche utilise des discours qu'on entend plus facilement à droite, que la droite utilise des discours qu'on entendait plus à gauche, parce que en temps de crise, justement, tout devient plus flou et chacun essaie de voir en fonction de la situation du moment. Et ce qui est très terrible aussi, c'est ce qu'on peut très bien dire que ce qui a été dit la veille n'est plus valable le lendemain. Au final, il existe dans cette crise assez peu de discours, on va dire, qui s'inscrivent dans la durée. Les seuls que je vois, c'est à peu près les discours scientifiques, enfin, pas les discours scientifiques, mais les discours de communication du ministère de la Santé, c'est-à-dire les conseils, les conseils et les consignes. C'est à peu près les seules choses qui ne changent pas. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte d'union tacite ou non, je sais pas. Ça y est, je t'entends de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte d'union tacite, tout notamment, enfin, oui.
Oui, mais je t'ai écouté sur le stream. Donc je disais, donc c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'union tacite qui a été faite, notamment sur la commission mixte paritaire qui réunit sénateurs et députés qui a été dans le sens du gouvernement sur le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Effectivement, comme cite Suzy, et il a raison de reprendre, je crois que c'est tiré d'un article du Monde, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, et du coup ça rentre dans le truc. Et effectivement, tu as pointé le côté acceptation de la population. C'est quelque chose de très compliqué à définir. Est-ce que le thermomètre qui viendra valider ou invalider les dispositifs qui ont été mis en place dans cette situation, est-ce que c'est pas tout simplement une élection ? Se dire à la fin de toute cette crise, est-ce qu'il faudra pas remettre tout en jeu et repartir voilà, valider ou non ? C'est un scénario probable. Alors, moi, on en a discuté déjà avant. Moi, je crois très fortement au scénario du gouvernement lessivé. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui sont là-dedans vont être complètement claqués. Alors, quoi qu'on pense de leur action, c'est des gens qui subissent une pression H24, 7 jours sur 7. Il va y avoir un moment où je pense que ce gouvernement va craquer, ne serait-ce que physiquement. En plus, si les commissions d'enquête sont politisées, ça va être très très moche. Ça va être une boucherie politique. Donc il va se poser la question de est-ce qu'on ferait pas trancher les Français ? La vraie problématique derrière tout ça, c'est comment vote un peuple qui a peur ? Comment vote un peuple qui vient d'avoir peur ? Comment vote un peuple qui cherche peut-être plus la protection que une véritable conception du monde ? C'est une vraie question. Est-ce qu'une élection est légitime après une crise ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on peut s'en passer ? J'en suis pas sûr non plus. Et en même temps, on voit qu'il y a eu une sorte de soutien, entre guillemets, alors je dirais pas populaire, mais en tout cas, des représentants de la base, et je pense notamment aux syndicats et du BTP, puisqu'il y a eu une période de friction, pour remettre aussi les choses dans le contexte pour ceux qui nous écoutent des mois après. Il y a eu un temps de friction sur 2-3 jours à peu près entre Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Bruno Le Maire, donc ministre de l'Économie, et le monde du bâtiment et travaux publics, où en gros la consigne était on retourne au travail quand bien même c'est le confinement. Et au bout du compte, un accord a été trouvé pour dire on reprend le travail si les conditions de travail permettent de travailler en toute sécurité. Encore une fois, la relation entre l'exécutif et le BTP, c'est un truc en plusieurs temps. C'est-à-dire que déjà le BTP, c'est un secteur économique majeur en France. C'est surtout ça. C'est-à-dire si le BTP s'effondre, c'est plus qu'une catastrophe pour l'économie. On tape au cœur là quand même. C'est-à-dire on tape dans des tas de choses différentes. Mais il faut savoir que le BTP, c'est pas simplement ceux qui construisent les immeubles. C'est également les chantiers sur les centrales nucléaires, par exemple. Ou ce genre de choses. Donc c'est sans mauvais jeu de mots, c'est une des fondations de ce pays. Donc la question maintenant, c'est effectivement Muriel Pénicaud y est allée avec des discours qui ont totalement braqué les syndicats patronaux, mais est-ce que c'était une stratégie pour dire elle fait le bad cop et juste derrière il y a Bruno Le Maire qui fait good cop en disant on va discuter ? Aucune idée, peut-être. Mais en tout cas là oui, il y a eu des négociations samedi et personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer concrètement sur le terrain, mais c'est comme toute crise en fait. Plus le temps passe, plus les acteurs ont le temps de discuter et plus des solutions peuvent être trouvées. C'est le seul avantage à ce qu'une crise dure, c'est-à-dire que plus une crise dure, plus en général il y a le temps de trouver des solutions. Parce que l'énorme différence entre une guerre, encore une fois, entre une guerre telle qu'on l'entend et une guerre sanitaire, c'est que là il n'y a pas d'ennemis, c'est-à-dire que tout le monde veut s'en sortir. Il n'y a aucune raison pour qu'un être humain prenne position pour le coronavirus. Ça apparaît d'un cynisme absolument hallucinant. Donc, tout le monde veut éviter la panique, tout le monde veut éviter les ruptures, etc. Donc, les gens discutent et politiquement, ils sont en train de trouver une solution. Avec les syndicats, ils trouveront peut-être une solution. On verra bien. Mais là, on est parti en tout cas pour une grande période, je me répète, mais une grande période d'incertitude. Et ce qui se passe avec le BTP n'est pas encore fondamentalement résolu, mais on est quand même dans une ambiance beaucoup moins tendue et beaucoup plus propice à ce que ça se passe bien que actuellement, il y a 2 jours, quoi. Une chose qui est intéressante et
je vais reprendre un peu ce que nous dit Kamen Soviet AGT, collègue JB donc de À Gauche Toute, dans le chat, qui dit est-ce que cette crise c'est la fin de l'argent roi? Et à mon avis, et il me corrigera si je me trompe, il fait référence au discours d'Emmanuel Macron qui dira qu'il y aura un avant et un après, et que notamment l'État paiera, le fameux État paiera de Macron. Est-ce que justement, tu penses qu'il va y avoir un changement? Alors, on parle d'Emmanuel Macron, mais ça peut être aussi pour les autres partis, dans l'univers politique, que ce soit à gauche et à droite, que par exemple, la droite va se délibéraliser dans le sens du new management public. Oui, pardon, oui. Tu penses pas? Comment dire, même les crises ne changent pas les fondamentaux des idéologies de chacun. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, d'ailleurs, il y a une réponse politique. Si vous prenez la réponse politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même que celle des Républicains via la voix de Bruno Retailleau, par exemple. Il y avait une émission dimanche dernier sur France Inter où les deux étaient invités l'un derrière l'autre et on voit bien que c'est pas du tout le même discours. Il y a ce qui va se passer après sur l'argent roi. Je pense qu'en réalité, il va y avoir une guerre à nouveau entre deux idéologies. Il va y avoir ceux qui vont dire il faut plus de secteur public, il faut mettre massivement de l'argent là-dedans, il faut collectiviser tout ce qui est le secteur de la santé et plus, puisque du coup tout ce qui serait secteur vitaux, et il y a ceux qui vont dire non, il faut nationaliser, il faut ramener en France, il faut faire un système libéral mais français qui soit accessible. Le problème c'est l'étranger, par exemple, c'est les choses qui sont à l'étranger, et c'est pas ces deux discours qui tentent d'apporter une réponse mais qui sont pas la même réponse du tout. Donc on verra qui va gagner parmi ces deux doctrines, par exemple, même s'il y a évidemment des tas de solutions intermédiaires. Ce qui va changer en réalité, oui, ça va être, pour moi en tout cas, ça va être un besoin de protection, et il sera impossible de reproduire cette séquence de la présidentielle 2017 où François Fillon, candidat des Républicains, va dans un hôpital et dit à un infirmière qui lui demande des moyens: est-ce que vous voulez qu'on creuse la dette? Ça, ce sera un discours qui sera impossible à reproduire parce que la crise du coronavirus sera passée par là. Donc, il va y avoir une prise en compte des crises, mais les solutions seront en fonction des idéologies de chacun. Et pour une raison très simple, c'est que les idéologies, c'est pas quelque chose où on peut dire il y en a une qui est bien et l'autre qui est pas bien, de manière objective. Chacun voit la façon dont il veut, mais chacun reprendra sa grille de lecture. C'est juste les données de base qui auront changé, et les questions surtout de base qui auront changé. On sera à des plus grandes échelles, notamment. Là, tu es de l'ordre de ton opinion. Je préfère préciser pour nos auditeurs et auditrices, puisqu'on pourrait aussi t'objecter que les citoyens et citoyennes ont parfois la mémoire courte et oublient que tel ou tel homme ou femme politique on fait les choses de mal. On arrive doucement. L'avenir nous le dira, et en tout cas on sera là pour le commenter. Je reprends le dernier commentaire donc de Melville qui nous dit: la bonne nouvelle c'est qu'on fait enfin quelque chose pour endiguer la crise climatique. Alors effectivement, il se trouve que le confinement a permis une forte baisse de la production de gaz à effet de serre et globalement de la pollution en général, en France mais aussi dans le monde. Est-ce que justement, et je pense qu'on peut conclure là-dessus puisqu'on arrive quand même à 40 minutes d'émission, je couperai ça en deux. Je couperai ça en deux, j'expliquerai à la fin en fermeture. Donc est-ce que justement c'est pas un entraînement avant un effondrement climatique qui va, je pense, à mon avis, là on est de l'ordre de l'interprétation, qui va pas être brutal, mais qui va venir au fur et à mesure des tempêtes, des canicules, etc. En tout cas, je reprends mon avis, c'est que je pense que les citoyens oublieront pas cette crise, et du coup, au-delà de cette crise sanitaire, oublieront pas ce que c'est qu'une crise, une vraie crise. Et la crise climatique, elle va venir. De toute façon, même avant, elle monte. C'est un problème qui monte politiquement. On en parle de plus en plus, et à un moment donné, on ne pourra pas mettre la question sous le tapis. Clairement. En plus, si on prend les élections municipales, les premiers tours des élections municipales en France, qui ont vu une poussée dans certains endroits des listes écologiques, oui, la question de la crise climatique, la question se posera. La réponse apportée, bien malin qui peut le dire à l'heure actuelle.
Bon, et ben s'il n'y a plus de questions ou de commentaires, ou alors on va pouvoir prolonger, en tout cas dans le privé, ces échanges. Donc Nemo, on te retrouve donc dans À gauche toute, Canapé Game et les pires rennais. Et toi, on te retrouve dans Ludologie et chez toi, comme moi, je suis chez toi. Tout à fait. Merci à Suzy Q pour le génique. Merci au chat qui était là pour nous poser des questions et des fois nous envoyer des vannes. C'était parfois assez dur de se concentrer, je vous l'avoue. C'est dur le Twitch Game. Donc on nous retrouve donc sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter. On est un peu plus actif et on vous prévient des dernières informations. N'hésitez pas à suivre que ce soit sur Facebook et Twitter l'association Studio Dilettante, qui est donc l'association qui héberge un peu cette activité. Enfin je précise, puisque donc cette émission a été enregistrée dans le cadre, dans des conditions du direct sur Twitch, je vais vous mettre une version raccourcie sans entre guillemets les questions et commentaires du public. Je vais mettre une version courte et la version avec juste les réponses et justement une sorte de bonus le même jour. Voilà, merci à toutes et à tous. On se retrouve, on ne sait pas quand, puisque forcément notre activité va être un petit peu bouleversée du fait du confinement. En tout cas, à très bientôt sur Internet et peut-être dans la vie réelle. Prenez soin de vous, restez chez vous tant que vous le pouvez, puis voilà, à bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.